Welcome to Business Public. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Business Public, donc le podcast qui décrypte les relations entre les collectivités et les entreprises privées. Alors on a reçu des collectivités depuis quelques temps et aujourd'hui on reçoit justement une entreprise privée qui travaille directement avec les collectivités, avec les élus et avec les services. Et donc l'idée c'est d'avoir aussi le point de vue d'une entreprise privée sur ses relations avec les collectivités pour avoir un petit peu le spectre complet de la chaîne de vente et de relations qu'on peut avoir entre ces deux entités. Donc aujourd'hui, je reçois Raphaël Raymond. Bonjour Raphaël. Bonjour. De la société IWAP. Exactement. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir discuter avec moi aujourd'hui sur Business Public. Alors pour commencer, je vais te laisser te présenter. Ce qu'on aime bien nous savoir, c'est le parcours avant. C'est est-ce que tu as toujours travaillé avec les collectivités ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau, en tout cas, chez IWAP, et de présenter aussi IWAP et ce que ça apporte aux collectivités aujourd'hui. Avec plaisir, merci de m'accueillir. Donc Raphaël Raymond, je suis directrice commerciale et associée chez IWAP. Donc nous, on propose une application mobile qui permet aux mairies de communiquer en temps réel avec les habitants. C'est une solution qu'on développe depuis 2015 et aujourd'hui, on a à peu près 3000 collectivités en France qui sont équipées d'IWAP. 3000, c'est énorme pour une entreprise privée. Et alors, la taille de ces villes aujourd'hui, on donne une fourchette à peu près pour donc avoir sur les 3000 collectivités, donc on est principalement sur des communes rurales. Ouais. Et sur les 3000 collectivités, on a 80% des communes qui sont des communes de moins de 3500 habitants. Ok, d'accord. Qui sont identifiées comme des communes rurales. Ok, super. Alors, et toi, Raphaël, ton parcours? Donc moi, je ne travaillais pas avec les collectivités avant. J'avais avant un accrobranche, j'étais gérante d'un accrobranche. Donc j'avais répondu à un appel d'offres sur la commune du Puy-en-Velay et j'ai géré un accrobranche pendant 3 ans. Et puis pendant une saison hivernale, donc Julia qui est ici et qui est la directrice d'IWAP, que je connais très bien depuis longtemps, m'a proposé de venir gérer un petit peu le commerce d'IWAP. Ok. Parce que, donc elle est arrivée, Julia, en 2017 pour déployer la solution IWAP. C'est une solution qui a été développée en interne dans notre groupe informatique qui est basé à Saint-Étienne. Okay. Donc le fondateur du groupe a dit, voilà, je pense qu'il y a un sujet avec les collectivités. Elles n'ont pas assez de moyens financiers, très peu de ressources humaines, mais par contre, elles ont un besoin et elles ont des obligations. Il faut aujourd'hui qu'elles arrivent à communiquer en temps réel avec les habitants. Je pense que nous, en tant que groupe informatique, on peut leur apporter une solution. Okay. Donc, il a dit à des développeurs qui étaient employés chez Diagramme Informatique, je veux que vous travailliez sur une version, une V1, d'une solution, d'une application mobile qui soit très, très simple d'utilisation pour leur permettre d'alerter les habitants en temps réel quand il y a une alerte météo, de l'eau qui n'est plus potable et que du coup, il y a des bouteilles d'eau qui sont proposées par la collectivité, etc. Donc, pendant à peu près 1 an, les développeurs ont développé cette application mobile. Julia est arrivée à un moment donné où il fallait la lancer sur le marché. Donc, elle a créé le modèle économique. Il n'y avait pas encore de tarifs. Ouais. Elle est allée présenter la solution aux collectivités pour avoir un petit peu leur avis et pour la performer avec leurs besoins aussi sur le terrain, puisque le groupe informatique ne travaillait pas avec les collectivités auparavant. Oui, il va y avoir du feedback réel du besoin par rapport à ce qu'on imagine qui peut fonctionner, quoi. Exactement. Et moi, je suis arrivée à un moment donné où il devait y avoir une 60aine de clients. Il y avait Saint-Étienne Métropole qui avait signé une convention gratuite pour utiliser notre solution de manière gracieuse. Et en échange, c'était notre référence. Ouais. Donc voilà, on a pu avec eux en fait, construire la solution, avoir leur feedback, avoir le feedback aussi des citoyens sur la métropole de Saint-Étienne. Ça nous a permis d'évoluer. Et quand moi, je suis arrivée, donc 1 an après, donc elle avait développé tout ce qui est communication, etc., je suis arrivée au lancement de la V2. Donc la solution avait déjà bien évolué, il y avait des modules qui étaient très pertinents pour les collectivités. Et je me rappelle qu'on avait une 100aine de prospects. Donc j'ai commencé tout doucement à reprendre un petit peu le commerce. Et j'ai tout doucement aussi lâché mon accrobranche. Donc j'ai refait quand même des saisons en été, tout en travaillant un peu chez IWAP. C'est rigolo de lâcher son accrobranche. Voilà. J'ai juste le terme lâcher son accrobranche, ça me paraît dangereux. Mais... Tout doucement, C'est vrai. Et au fil du temps, à partir de 2019, j'étais à plein temps chez IWAP. Et en fait, ça se développait tout doucement, mais on était presque trop innovants pour les collectivités. C'est-à-dire que quand on arrive dans une collectivité, ils nous disaient,
la solution est magique. C'est-à-dire que j'ai un message à envoyer et je peux l'envoyer en temps réel sur tous les smartphones de mes habitants. Ce qui est quand même génial, parce que même si on est une commune rurale, on n'a pas toujours tous les habitants sous le coude. C'est-à-dire que on a des familles qui vont au travail et qui dorment juste dans la commune, mais qu'on voit très peu, etc. Mais c'était un peu trop innovant pour eux. Et puis est arrivé le Covid. Et à ce moment-là, donc on n'était encore que 3 dans la société. C'est-à-dire qu'il y avait Julia, donc dans Iliwap, Julia, Cédric, qui est le développeur technique, et moi-même. Et pendant le Covid, on a eu un nombre d'appels un peu époustouflant où les élus nous appelaient et nous disaient écoutez, tout le monde est chez soi. Oui. Et on n'a pas de solution pour les alerter. On a besoin de quelque chose de simple qu'on peut utiliser à partir d'aujourd'hui. Ouais. Très bien. Ça fait plaisir un appel comme ça. Voilà, ça fait plaisir. Donc Julia et moi... Le Covid, ça a été une rampe de lancement sur la réalisation que communiquer avec ses habitants, c'était une priorité et qu'en réalité, on n'avait pas 36 canaux existants quand il y a un problème comme celui-là qui arrive, quoi. Exactement. Et donc toi, tu n'avais aucune expérience donc, de travailler avec des collectivités, donc tu as appris en marchant, quoi. Ouais, c'est ça. J'avais aucune expérience, donc je suis arrivée chez Iliwap. C'est un monde que j'ai un peu découvert, si je peux appeler ça un monde, mais c'est vrai que quand même... Et en fait, ça s'est très bien passé et je trouve que la relation professionnelle avec les élus et les agents, c'est une relation qui est très bienveillante. Et qui est... Alors parfois, c'est des relations qui sont... pour avoir des signatures et des contrats, c'est parfois un peu long. Mais une fois qu'il y a une relation de confiance qui est installée, je trouve que c'est des clients qui sont très bienveillants, qui sont adorables et qui arrivent à se livrer et avec qui on arrive à construire des projets intéressants. Parce que notre solution aujourd'hui, si elle est scalée, c'est grâce aux élus, parce qu'ils nous ont fait des retours. Ouais, qui vous alimentent sur les besoins et quand vous avez un certain nombre de besoins qui sont similaires, ça vous dit tiens, en fait, il y a quelque chose à faire là-dessus. Il y a quelque chose. Et je reviens sur ce que tu disais c'est trop innovant. Ouais. C'est intéressant parce que je suis assez d'accord avec ça. On a toujours l'impression que quand on amène une solution, on amène le package complet, vous allez faire ça, ça, ça et ça. Mais au final, ce qui fonctionne, c'est de rentrer par un problème. Ouais, c'est ça. De s'habituer, de commencer, comme tu disais, d'avoir la confiance, de voir que on est là quand il y a un problème, on est là, il y a du répondant quand on a une question. Et ensuite, on peut aller commencer à monter des marches, à ajouter des fonctionnalités, etc. Je ne crois pas, moi, je t'amène le truc tout fait, tout packagé, tout ficelé, ça fait papa, maman, et ça marche pas, quoi. Non, ça marche pas. Exactement. Je suis trop d'accord avec ça. Et puis, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pour moi, répondre à un besoin. Parce que des fois, on a des solutions c'est sympa, mais ça répond pas vraiment à un réel besoin. Ouais. Et nous, c'est vrai que, en plus d'être une application qui permet de communiquer, c'est aussi un outil d'alerte qui répond à une obligation. C'est-à-dire que les communes doivent tenir un plan communal de sauvegarde. C'est-à-dire qu'elles doivent savoir comment réagir lorsqu'il y a un événement majeur qui arrive sur la commune. C'est-à-dire, j'ai, je sais pas moi, les rivières qui sont en crue, j'ai une inondation qui arrive. Comment je fais pour dire à mes habitants qu'il faut sortir de la commune, qu'on a tel gymnase qui peut les accueillir, etc. C'est ce qui passe. Tu vois, ça me donne l'image de Valence, là, tu sais, en Espagne. Exactement. Où tu as ces vidéos où tu as l'eau qui arrive, là, où tu te dis, mais putain, mais pourquoi vous êtes restés là, quoi. Et donc, il y a eu un gros sujet, justement, de ça, de dire, on n'avait pas de moyens de communiquer, etc. Enfin, je comprends en tout cas qu'il y a une obligation légale derrière, mais la mise en œuvre, elle passe forcément par du digital, parce que on n'est plus à crier dans les rues avec des haut-parleurs. Oui, c'est ça. Après, l'application mobile, c'est un complément pour moi. Il y a toute une structure à avoir, c'est-à-dire qu'il y a quand même un cheminement. Il faut avoir peut-être des délégués de quartier, c'est des projets qui sont construits avec le SDIS, avec les pompiers. Ouais. Il faut savoir aussi qu'on peut avoir des alertes SMS. Il y a aussi la sirène qui reste importante. Ouais. Mais en fait, c'est un vrai complément. Il y a aussi FR Alert maintenant qui est mis en place en France et qui va alerter tous les citoyens. Donc ça, c'est la préfecture qui le déclenche quand il y a un événement trop important. Mais avoir une application qui permet d'envoyer plusieurs messages dans la même journée, ça permet aussi de faire le point sur la situation. Donc voilà, on est en alerte inondation, tel gymnase peut vous accueillir. Le lendemain, de dire, écoutez, notre commune, elle va être déclarée, vous allez pouvoir en catastrophe naturelle, etc. En fait, c'est très important pour moi d'avoir un outil pour donner des informations officielles aux habitants. Ouais. Où tu peux avoir confiance sur l'information qui est
qui est donné, ou pas forcément d'aller sur Twitter, par exemple, de voir des choses qui ne sont pas forcément issues de la mairie, où on peut se poser la question de la véracité, quoi. Exactement. Et les citoyens s'en sont rendus compte aussi pendant le Covid. Donc, il y avait une double prise de conscience. Il y avait et les collectivités qui disaient on a vraiment un besoin parce qu'on ne sait plus comment communiquer. Et les citoyens qui, en fait, avaient des informations qui étaient un peu floues données par les médias. Ouais. On le sait tous, mais le port du masque, est-ce que je peux sortir, pas sortir, à quelle heure, etc. Ouais. Et en fait, les collectivités ont été là, en tout cas dans les communes rurales, on l'a bien ressenti, pour donner les vraies informations. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire, quand est-ce que ça s'arrête, etc. Ok. Alors, tu disais que pendant le Covid, ton téléphone a sonné. C'est un peu le rêve de toutes les boîtes qui travaillent avec des collectivités. C'est vrai. Aujourd'hui, toi, pour Eliwap, la façon d'aller prospecter, chercher des nouveaux clients, présenter votre solution, est-ce que c'est vous qui faites le pas en avant d'aller présenter et d'avoir une stratégie justement d'aller proactive, je veux dire, vis-à-vis des collectivités? Est-ce que c'est les collectivités qui vous appellent? C'est quoi, grosso modo, le ratio, sans être dans le détail, mais grosso modo, entre ce qui rentre et ce que vous allez chercher? Alors, on a quelques demandes entrantes qui arrivent maintenant principalement grâce au réseau. C'est-à-dire, c'est des maires qui vont dire moi, sur la commune, j'ai telle application, elle fonctionne très bien, je te conseille de les appeler. Okay. Mais après, on fait beaucoup de prospection quand même. Okay. Maintenant, on est plutôt dans cette étape-là où il y a eu le Covid qui nous a apporté beaucoup de clients et qui nous a permis d'avoir de belles références. Et maintenant, on va quand même un peu chercher ces communes qui, du coup, se sont pas équipées pendant le Covid parce qu'elles ont trouvé d'autres solutions et qui maintenant ont quand même ce besoin parce qu'il y a des obligations. Et on va aller plutôt les chercher. Ouais. Et pour aller les chercher, donc on a de la prospection téléphonique, email. On fait beaucoup de salons. Donc on va rencontrer les élus. C'est ce qui nous semble être le plus pertinent. On fait une 20aine de salons par an. D'accord. Donc des salons départementaux, où là on a un peu plus de proximité. On va aller dans les départements où on est le plus implanté, là où on a le plus de clients. Oui. Donc là où on est le plus implanté, c'est dans les 3 régions les plus rurales de France. Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est. Okay. Et ensuite, voilà, c'est nos 3 solutions pour aller chercher. Et donc les salons, ça reste pour vous une source de prospection qui est intéressante. Parce que c'est un grand sujet. Il y a tellement de salons dans tous les sens, des salons thématiques, des salons régionaux, des salons départementaux. Enfin, je veux dire, quand tu es une boîte, je me mets à la place d'une boîte qui se lance en disant moi j'ai une solution pour les collectivités. On peut y passer tout son budget et tout son temps à faire des salons qui apportent rien, quoi, ou pas grand-chose en tout cas. Donc j'imagine que vous avez dû faire un tri un peu radical sur ce qu'on fait, ce que vous faites et ce que vous faites pas, quoi. Exactement, mais en fait le salon pour moi ça a une réelle plus-value parce que c'est l'occasion de rencontrer l'élu directement, sachant que quand on appelle au téléphone souvent on a quand même une secrétaire qui elle a beaucoup de sujets à traiter et qui du coup va pas tout de suite voir la pertinence et va pas vouloir nous mettre en relation. Et qui est normal aussi, parce que la sursollicitation de l'élu, ça marche pas non plus. Donc elle a ce rôle-là, oui, c'est clair. Tout à fait, donc c'est dur d'avoir l'élu quand même en direct. Et je trouve que les salons aussi, ça a un côté un peu moins formel, où on peut discuter de plein de sujets avec les élus, créer des relations un peu plus humaines, parce que c'est vrai qu'on a une solution qui est quand même très digitale. Les élus, ils ont beaucoup de sujets à traiter qui sont plus matériels. Apporter une solution digitale par mail, par téléphone, par visio, c'est un peu trop digital. Et en fait, le salon, ça nous permet de créer des relations de confiance avec eux, de les rencontrer directement. Et on s'est rendu compte vraiment de la pertinence du salon et de l'intérêt des salons avec les collectivités. Où en fait, quand on a une solution qui est proposée aux collectivités, je trouve que c'est quand même génial parce qu'on a les élus qui sont là, c'est notre cible qui est là directement. Et on développe d'autres applications mobiles, dont une qui est plutôt proposée aux groupes privés. Et on a fait des tests sur des salons et où là, en fait, on se rend compte que la cible, elle n'est pas du tout filtrée. Ouais. On va avoir des RH, des dirigeants, on va avoir des chargés de com. C'est plus facile sur le fond, dans une collectivité, de savoir à qui s'adresser en réalité. Exactement. C'est les élus et ou les services. Et c'est vrai que c'est plus facile de segmenter dans une mairie, de savoir à qui on a envie de parler, plutôt dans une boîte privée, ou savoir qui est le décideur dans une boîte privée. Ouais. On peut y perdre sa santé quand même. Donc, c'est vrai. Que ça, tu vois, un point positif de travailler avec les collectivités, celui-là, il est bien, celui-là. Ouais, tout à fait. Et là, on arrive sur un salon, c'est directement les décideurs qui vont nous dire si oui ou non ça les intéresse. Et en fait, ça vaut de l'or. Ça nous permet aussi de qualifier
notre base de prospects, notre CRM, etc. Et d'avoir des retours en direct. Et quand là, on sort du Salon des maires de Paris, parce que ça s'est terminé hier. Vous êtes un peu fatigué. Merci encore une fois d'être venu, parce que je sais que c'est 3 jours. C'est 3 jours intenses, mais super intéressants. Et sur un salon comme le Salon des maires de Paris, nous, on arrive à avoir à peu près 300 fiches contacts, donc 300 communes qui sont intéressées par notre solution. D'accord. Donc pour nous, c'est un événement qui est hyper important. Est-ce que vous avez un effet réseau, par rapport à vos références, vous avez 3000 collectivités. Est-ce que les collectivités se parlent entre elles ? Est-ce qu'elles se parlent entre elles pour se poser des questions en disant « Tiens, j'ai Iliwap qui est venu me voir, qu'est-ce que t'en penses ?» Parce que, autour d'eux, ils connaissent. Ou est-ce que, même dans les rencontres qu'ils peuvent faire entre eux, ils se disent « Tiens, regarde, j'ai ça, c'est vachement bien. » Est-ce que vous avez beaucoup d'entrants ou pas, mais qui vient du fait d'avoir des références ? Alors, c'est vrai qu'on a en fait, parmi nos clients, des vrais ambassadeurs. C'est-à-dire que c'est eux qui sont venus chercher la solution, c'est eux qui la gèrent et qui l'administrent. On a beaucoup de maires qui utilisent notre solution. Et en fait, ils vont vraiment arriver à en parler et parfois même à dire à la communauté de communes, écoutez, il faut s'équiper parce que cette solution, elle est géniale. Après, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont un peu plus détachés de la solution. Donc, ça va être les agents qui vont la gérer. Ouais. Et c'est vrai qu'entre agents, j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas. Nous, on a des secrétaires de mairie dans les communes rurales qui communiquent très bien entre elles et qui vont arriver à nous apporter des communes entrantes. Mais par contre, c'est ça. Il y a des élus qui sont à fond, qui sont ambassadeurs, qui l'utilisent vraiment, qui vont nous apporter des communes. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus détachés de ça. Mais est-ce que si ceux qui sont un peu plus détachés, si tu leur demandais de dire est-ce que un tel peut t'appeler pour te demander ton avis, est-ce que globalement ils le feraient tous ou Pas tous. Pas tous. Ça nous arrive d'appeler pour dire voilà, j'aimerais avoir un tel, est-ce que tu as son contact, oui ou non, et il y en a qui vont donner avec plaisir et d'autres qui vont dire ça par contre c'est un peu ton métier, j'adore ta solution, j'adore notre relation, mais t'es commercial donc je vais te laisser les contacter, voilà le numéro de la mairie, ils me donnent le fixe et puis voilà, et c'était une manière très polie et d'un côté ils ont raison et d'un autre c'est vrai que quand on arrive à avoir des recommandations c'est quand même plutôt pratique. C'est beaucoup plus rapide j'imagine de créer, enfin il y a une base de confiance en tout cas qui est là. Alors, justement sur ça, vous, sur le temps entre la première prise de contact et derrière le déploiement, est-ce que vous avez l'impression que quand vous commencez la relation avec un élu ou avec un service, c'est lequel des deux qui permet d'aller le plus vite possible sur le déploiement? Est-ce qu'il y a une règle déjà d'ailleurs ou pas? Ou est-ce que c'est pas forcément très clair de savoir si c'est l'élu ou si c'est le service qui permet de faire avancer un projet plus rapidement? Alors je pense que ce qui fait que ça va très vite, que ce soit l'agent ou l'élu, c'est quand il y a un sujet qui est en cours dans la collectivité. C'est sûr. C'est-à-dire que nous, on appelle et justement, c'est un sujet, ils sont en train de faire un benchmark, de regarder les solutions, ils n'avaient pas pensé à nous, on arrive à ce moment-là et on arrive à se positionner. Mais sinon, je pense que l'élu, à mon sens, peut apporter un peu plus de rapidité, puisqu'il est le décideur, c'est lui qui va driver le conseil municipal et qui va dire, aujourd'hui, on n'y avait pas pensé, mais avoir un outil d'alerte pour les habitants, ça devient quand même essentiel en 2024. Il faut savoir que je précise, mais aujourd'hui, il y a 2 ans, il n'y avait qu'une commune sur 2 en France qui avait un site internet. C'est-à-dire qu'il y a même des communes aujourd'hui qui n'ont même pas de site internet, qui n'ont pas d'appli non plus et qui n'ont rien en fait pour communiquer. Et donc ça commence à être un vrai sujet. Et là, les décideurs commencent à vraiment s'en rendre compte et c'est un peu eux qui vont, à mon sens, pousser les projets. Et les agents, je pense qu'ils sont un petit peu la tête dans le guidon. Ils ont aussi beaucoup de sujets à gérer. Et tant que ce n'est pas un sujet qui leur a été proposé, c'est un peu moins... Ouais. Mais nous, on a eu des mauvaises surprises de faire des projets, de passer beaucoup de temps en passant justement par un service, avec des services qui étaient sincèrement intéressés, qui voyaient l'intérêt dans le quotidien, de gagner du temps, etc. Et c'est certainement des erreurs de débutants, mais... où à un moment c'est maintenant on va en parler au maire quoi. Et là tout s'écroule, le maire dit c'est quoi votre truc, j'étais pas au courant, etc. quoi. Est-ce que ça vous arrive aussi, en moins j'imagine maintenant, mais est-ce que ça vous est arrivé en tout cas de voir que l'alignement entre agents et élus était pas toujours parfait? Parfait, ouais, mais tout à fait, ça nous arrive quand même assez régulièrement où en fait on a l'agent qui va nous contacter,
parce qu'il y a un projet qui est arrivé selon lui sur la table. On va créer une relation de confiance, on va lui envoyer, on va créer les devis, etc. Il va nous dire que voilà, on va sûrement signer avec eux. Il faut juste attendre le conseil municipal pour qu'il y ait la signature du maire. Et en fait, au moment du conseil municipal, ils partent sur une autre solution. Parce que le décideur, l'élu, a choisi une autre solution. Sans vraiment avoir regardé... c'est pas toujours le cas, mais ça arrive quand même, sans avoir vraiment regardé le benchmark qui avait été fait par les agents. Ça dépend des relations entre élus et agents dans les collectivités. Moi, on en voit où c'est idyllique, où ils s'adorent, où ils se comprennent, où il y a une vraie relation de confiance. Et c'est vrai que dans certains cas, on sent une tension aussi entre les deux, alors qui est certainement historique, et où tu vois que la relation elle est plus compliquée. Donc c'est difficile à savoir avant, en fait. On peut pas rentrer dans une ville et dire là, relation compliquée ou pas. Enfin, je veux dire, c'est un truc que forcément tu découvres quand tu commences à discuter, quoi. Mais... Exactement. Et puis moi, avant de travailler dans les collectivités, je me disais les agents sont en fait les experts dans leur métier. Ce qui est un peu le cas, en fait. Et donc, pour moi, c'est eux qui amènent les projets, etc. Et puis, les élus décident en fonction de ce qui est présenté, avec des critères qui sont justes, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a d'autres canaux, en tout cas. Ouais, c'est ça. Il y a ce canal qui existe, clairement, mais il y a d'autres canaux de sollicitation, et effectivement, les projets peuvent arriver directement par l'élu, et sans même parfois avoir consulté ou discuté du sujet avec les agents. Donc ça, pour moi, c'est une bonne expérience. C'est ce qui montre aussi que de ta boîte, ma boîte, c'est qu'on commence à connaître aussi les choses, c'est qu'on commence à comprendre ça, parce que parfois, ça peut être compliqué. Ouais, parce que vous, de votre côté, vous travaillez vraiment que avec les élus, ou c'est pareil, c'est partagé? Il y a les deux, mais on arrive maintenant à savoir assez rapidement aussi, de s'assurer en tout cas, assez rapidement, de savoir si on va dans le bon sens, ou quand on commence à travailler avec les services, de dire... Mettez l'élu au courant tout de suite. Est-ce qu'on peut faire au moins juste un petit rendez-vous avec l'élu en disant, comme ça, il est au courant, il voit ce qui se passe, il sait qu'il y a ce sujet qui est en train d'évoluer. Et surtout, le red flag absolu, c'est d'arriver à la fin où l'élu n'est pas au courant du tout et qu'on lui pose un 300 pages sur le bureau en disant, voilà, on fait ça. En général, c'est... Et oui, s'il n'est pas impliqué dans le projet, c'est un petit peu normal. Ça ne marche pas. Et c'est normal, en fait, sur le fond. Je dis, oui, moi, on viendrait me dire, on a bossé sur ça, maintenant, il faut juste donner ton tampon sans donner ton avis. C'est un peu vexant, quoi. Donc je comprends aussi que ce soit compliqué, mais ça, c'est la maturité justement des boîtes qui travaillent avec les collectivités. C'est vrai. Et pour les temps de décision, tu me posais la question tout à l'heure. Nous, on est plutôt sur je pense en moyenne à peu près 6 mois. Parfois, c'est beaucoup plus long. Parfois, c'est beaucoup plus court parce qu'il y a un sujet en cours. Et pourtant, on a des montants, on a des abonnements qui sont très faibles. Donc, le budget n'est pas forcément le critère numéro 1 pour avancer les projets. Mais ça l'est rarement en réalité. Je pense que, on peut voir des projets, des énormes projets qui vont très vite. J'ai le sentiment, moi, que le prix, le budget, s'il y a une volonté, il y a un chemin. C'est vrai. Il y a des subventions départementales, régionales, des appels à projets, du financement bancaire, il y a la Banque des territoires. Si on a envie de faire, on fait. Donc ça, je pense... Alors là, on va rentrer dans une phase de budget aussi qui est un peu plus compliquée, donc ce que je dis va pas forcément être vrai, mais je trouve quand même que quand il y a une volonté, on arrive à faire, mais le temps vient de délais administratifs de certains de dossiers de subventions, de dossiers d'autorisation, là on sent qu'il parfois il y a une latence et c'est difficile de la comprendre. Alors j'imagine que les services sont surchargés, mais pour des boîtes privées, on bosse aussi avec des boîtes privées, et tu me dis que vous bossez aussi avec des boîtes privées, cette latence-là, des fois, elle est frustrante, quoi. C'est vrai. Je suis d'accord. Après, c'est vrai que là, il y a un gros sujet par rapport au budget, parce qu'ils ont eu des annonces quand même qui les ont un peu refroidis cette semaine. Ça a pétrifié un peu tout le monde. Ouais, c'est ça. Avec des grosses restrictions budgétaires, avec des ponctions. Et en fait, je pense qu'il y a certains élus qui se disent, mais en fait, on a de plus en plus d'obligations, on nous demande de plus en plus de choses, et on a de moins en moins de budget. C'est exactement, tu vois, les élus qui étaient à ta place qu'on a fait ces derniers temps, c'était ça, c'est de dire on prend des prérogatives, de plus en plus des prérogatives de l'État. On doit s'occuper de l'état civil, on doit s'occuper de la police municipale, etc. Parce qu'on a moins en moins de gendarmes, etc. Et en même temps, derrière, les dotations diminuent. C'est une équation qui commence à être compliquée à tenir. Donc je les comprends. Et dans la ruralité, encore plus. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils sont vraiment au four et au moulin sur tous les sujets.
Enfin, je veux dire, c'est un sacerdoce. Hein. Ah oui. Ah ben, nous, on le voit, en fait, les élus, donc le maire, qui est souvent en activité à côté, va avoir parfois une secrétaire qui est là à mi-temps et qui gère tous les sujets. C'est-à-dire que pour moi, les secrétaires de mairie, c'est un peu les DGS dans les plus grandes villes. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est vrai, elle gère l'urbanisme, elle gère toute la partie civile, sécurité, tous les dossiers. Elle gère nos applis souvent, donc l'alerte à la population. C'est elles qui font les plans communaux de sauvegarde. C'est elles qui vont retravailler les PLU. Enfin, franchement, elles ont énormément de sujets. Donc, je suis d'accord. Donc ouais, avec peu de moyens humains aussi et maintenant peu de ressources, ils ont quand même des enjeux majeurs. Et beaucoup de temps passé. Donc, on le voit avec les maires de petites villes. Souvent, ils ont une activité à côté. Enfin, c'est pas des professionnels de la politique qui se font payer uniquement sur ça. Et on y voit qu'ils y passent un temps fou du soir au matin. Enfin, c'est assez impressionnant. Enfin, c'est pour ça que c'est souvent des gens qui viennent de la ville ou qui ont un attachement fort à la ville, parce que sinon, je crois que tu le fais pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'il faut être passionné, il faut être à fond dans son village, avoir envie d'aider les gens et avoir envie de faire vraiment mieux, de faire avancer les choses, parce que sinon, je crois que c'est intenable. Ouais. C'est clair. La question suivante, c'est comment on vous achète ? Donc nous, on a discuté pas mal avec des élus, donc on a parlé des appels d'offres, on a parlé de ça. Justement, tu vois, on parlait des difficultés d'avoir des ressources. Écrire un appel d'offres pour une petite ville, c'est une montagne. Et le risque juridique qu'il y a derrière, etc., c'est vraiment très compliqué. Donc je comprends que vous n'avez pas besoin de passer par des appels d'offres, vous êtes sous les seuils. Ouais. Est-ce que vous, la façon d'acheter, globalement, c'est du gré à gré tout le temps ? Ouais, ils nous achètent en gré à gré quasiment tout le temps. On a eu quelques appels d'offres, mais dans ce cas-là, c'est quand ils prennent la solution sur plusieurs années et sur des territoires qui sont importants, sur des régions, des départements, etc. Mais c'est souvent, c'est souvent en gré à gré. Vous arrivez à avoir des agrégations de plusieurs villes qui se mettent ensemble au niveau Comcom, agglomération, choses comme ça, ou juste des villes qui ont décidé entre elles de faire quelque chose? Ouais, on a les deux. On a des communes qui s'entendent bien avec les communes voisines et qui vont faire un achat groupé, et pour avoir des remises en fait d'achat groupé. Et sinon, on a une 50aine de PCI, donc métropole, agglomération, communauté de communes. Et quand ils l'achètent ensemble, c'est chacun achète, enfin ils négocient ensemble et chacun achète, ou il y a un mécanisme qui fait que ils achètent tout d'un coup via la Comcom ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Ils achètent tout d'un coup et ensuite ils le déploient dans chaque commune. D'accord. Je trouve que c'est super pertinent parce que du coup, tout le territoire a la même solution, les agents utilisent la même solution, les habitants ont une seule et même application pour retrouver toutes les actualités. Donc, je trouve que c'est presque plus pertinent. Ouais, je suis d'accord. De mutualiser. Ouais. Vous êtes dans des catalogues de vente ? Alors oui, on est référencé à l'UGAP. D'accord. C'est Julia qui avait géré ce dossier dès qu'elle est arrivée. Qui a été un vrai gage de crédibilité au début quand on n'avait pas encore beaucoup de références. Mais c'est pas, pour nous, c'est pas vraiment utilisé. Comme on est en dessous des seuils des appels d'offres, en dessous des 40 000 euros, c'est très peu utilisé. Donc après, on a des collectivités qui fonctionnent que par l'UGAP pour tous les achats. Quel que soit le montant, ils passent par l'UGAP. Exactement. Parce que pour eux, c'est un gage de crédibilité. Mais c'est très rare, on doit en avoir 2-3, je crois. Donc vous, c'est principalement en termes d'image et de confiance, où l'UGAP est vu par les collectivités. Si c'est dans l'UGAP, si c'est au catalogue de l'UGAP, c'est que ça a été vérifié, c'est que ça a été validé, c'est plus, ça vous sert plus à ça, quoi. Exactement, tout à fait. Ok. Donc une fois que vous déployez la solution, donc là vous avez acheté, vous avez réussi à vous faire acheter, vous avez réussi à convaincre, on est au bout, vous déployez. Comment, justement, dans des communes rurales, vous arrivez à maintenir le lien et de vous assurer que l'appli est utilisée, qu'elle est mise à jour, la formation, etc. Parce que, comme on l'a dit, ils ont 1000 sujets et parfois aussi, on commence avec quelqu'un, ce quelqu'un va changer, va plus être là. Comment vous arrivez à maintenir un lien avec ces collectivités-là sur la solution une fois qu'elle est déployée ? Alors, pour moi, la clé déjà, c'est qu'il y ait 2-3 personnes qui soient engagés dans le projet et que ce soit et des élus et des agents. D'accord. Premièrement, parce que l'agent va pouvoir envoyer des messages pendant ses horaires de bureau. Il ne pourra pas envoyer une alerte en dehors de ses horaires de bureau. Donc, il faut qu'à un moment donné, il y ait l'élu qui prenne le relais. Si, par exemple, le dimanche soir, j'apprends que le transport scolaire il est annulé pour le lundi matin, il faut que l'élu prenne le relais pour alerter les habitants. D'accord. Pour moi, c'est un peu ça la clé, d'en avoir 2-3 qui gèrent et qui complètent la solution. Après, nous, dans nos abonnements, on a inclus la formation. Et ça, c'est très important pour nous. On va former chacune de nos collectivités qui s'équipent. On va prendre 1 heure ou 2 heures avec eux et on va s'assurer qu'ils comprennent bien notre outil
qui sachent vraiment comment l'utiliser et l'utiliser correctement. On va leur apporter aussi des conseils un peu en communication. À quelle fréquence je communique avec mes clients ? Est-ce que c'est 2 fois, 3 fois par semaine ? À quelle heure ? Est-ce que c'est tous les mardis à 8h ? Je leur donne un rendez-vous comme le JT. Comme ça, ils sont contents d'avoir leur petite news le mardi matin. Ou est-ce que c'est plus, etc. Donc, on va leur apporter des conseils. Et après, par rapport au nombre de clients qu'on a, on a aussi maintenant des indicateurs. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va plutôt regarder le nombre de foyers qu'il y a sur la commune. Quand on arrive à atteindre autant d'abonnés sur l'application que de foyers, on se dit, là, c'est quand même génial. Ah bah, c'est clair. Si vous avez couvert l'intégralité, enfin une bonne grosse partie, en tout cas, des utilisateurs, des habitants de la ville, c'est un vrai succès. Ouais. Ça, c'est dans 80% de nos clients. D'accord. Ils arrivent à avoir un taux d'abonnés qui est hyper intéressant. Ah ouais, ce que je pensais pas avant. C'est pour ça que ça sert et c'est pour ça que j'imagine qu'ils renouvellent aussi derrière. Est-ce que vous faites des groupes d'utilisateurs, où justement ils peuvent s'échanger un peu des astuces ou leur façon de faire en se disant moi j'utilise EasyWap pour faire ceci, cela, pour communiquer sur ceci, cela. Vous faites ce genre de choses que c'est pas facile à faire. Non. Mais ou est-ce que vous avez déjà essayé? Ouais, on a essayé de monter un club utilisateur l'année dernière avec notre appli, via des mails, etc. Parce qu'on a des clients qui sont demandeurs. C'est-à-dire qu'on les a d'abord questionnés. Est-ce que vous voulez être ambassadeur? Oui, non, dans un groupe fermé. Et on en a une centaine qui se sont manifestés. Donc on a essayé de les mettre en relation et c'est pas évident de les... Non, c'est ça. Et ils préfèrent en fait nous donner leur avis par eux-mêmes. On a vu là dans le temps, ça fait 1 an. Ils préfèrent nous appeler, nous avoir directement au téléphone. Et ensuite, nous, par contre, tous les mois, on propose des webinaires où tous les clients peuvent se connecter. Donc on peut les avoir de manière mensuelle pour nous faire des retours, etc. Et là, c'est vrai qu'ils adorent en fait échanger entre eux. Sur les salons, on le voit, ils le font toujours. Ils échangent sur les problématiques, sur notre solution. Et je pense que c'est important pour eux, mais c'est un peu compliqué à maintenir. Mais c'est vous qui prenez le rôle en fait de redistribuer les bonnes idées ou c'est difficile de faire vivre ça tout seul si vous n'êtes pas à l'animation et à pousser des nouvelles choses. Exactement. C'est un peu ce qu'on a vu aussi. On a essayé justement de faire des clubs utilisateurs. Et on peut pas les laisser en fait vivre tout seul, quoi. Il faut de l'animation, il faut mettre du contenu, sinon ça meurt assez vite parce que comme on l'a dit, ils ont mille choses à faire et quand il faudra aller réparer une urgence dans la ville, c'est ça qui sera fait en premier et pas le groupe utilisateur City ou EasyWap, quoi. Non mais exactement. Et nous c'est tout à fait ça. Et on se rend compte qu'il faut qu'on apporte les bonnes idées. Par exemple, on a une commune qui a fait ça il y a 3 ans. On a une application qui est anonyme pour respecter le règlement RGPD. Donc, on ne sait pas quels sont les citoyens qui sont abonnés. Et en fait, toutes les communes nous disent « mais j'aimerais savoir ». Mais en même temps, je ne veux pas gérer ma liste à la CNIL, etc. Et en fait, on a des communes qui ont fait... Enfin, on a une commune, c'est Montvalzan-la-Rosière, qui a fait un sondage auprès de la population via EasyWap. On peut faire des sondages aussi. Et qui a dit, voilà, j'aimerais savoir quelle est votre tranche d'âge. Êtes-vous habitant sur la commune? Oui, non. Et en fait, ça leur a permis de savoir un petit peu qui utilisait l'application. Et les réponses, elles sont super intéressantes parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup les aînés. Alors que c'est souvent... c'est contre-intuitif, pour le coup. Ouais, ok. C'est souvent, les élus nous disent, non, moi j'ai une population vieillissante, je vais pas mettre une appli, c'est pas du tout... Et en fait, si, ils adorent. Mais ils ont un smartphone et ils causent avec leurs petits-enfants. Exactement. Et ça marche, quoi. Et ils adorent recevoir des messages de leur commune, en fait. Ils se sentent impliqués, ils se sentent importants, ça les sort un petit peu de l'isolement. Et franchement, non, c'est... Et on a été étonnés, nous aussi, d'avoir ces réponses-là. Ouais, j'aurais dit comme ça que c'était plutôt les jeunes qui auraient eu ça pour savoir ce qui se passe dans la ville. Mais c'est bien. Encore une fois, c'est trop bien. Et donc, c'est des choses qu'on partage à nos clients. D'accord. Mais on le fait pas, c'est vrai qu'on le fait pas assez régulièrement. Il faudrait qu'on le fasse un peu plus. Ah ouais, non, mais c'est très compliqué à maintenir. Enfin, ça, on l'a vu, c'est vraiment... c'est un vrai challenge. Donc vous avez un club utilisateur on fait des clubs utilisateurs sur des thématiques précises. On va avoir des thématiques parking, sur tourisme, etc. Qu'on essaie d'animer justement quand on a des gens qui nous disent on l'a utilisé de telle façon, on a ces données, on les a prises de telle façon et on les a utilisées comme ça. Et essayer de partager en fait les bonnes pratiques. Et c'est ça qui fait, parce que c'est juste pour... parler, ça sert à rien, quoi. Il faut qu'il y ait vraiment un contenu bien reproductible en disant et actionnable, de dire voilà, j'ai vu que toi tu fais ça, je vais le faire aussi, quoi. Et ça marche. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je souhaite à EasyWap pour les 10 prochaines années, 5 prochaines années, 2 prochaines années? Je sais pas. Tu me donnes le pas de temps que tu veux. Mais...
Alors là, à court terme, c'est vrai que un peu plus de communes qui s'équipent, un peu plus d'intercommunalités. Je pense que c'est des sujets qui devraient maintenant être pris un peu plus à cœur par les intercommunalités, qui quand même ont des obligations sur le territoire. Maintenant, il y a des plans intercommunaux de sauvegarde. Il y a une loi, c'est la loi Matra, c'est pour 2026. Et il y en a beaucoup qui nous disent non, mais c'est pas encore 2026, ouais, mais c'est quand même bientôt. Quand on sera au pied du mur, voilà. On viendra vous voir. Il va falloir se préparer. Un peu plus d'intercommunalités qui s'équipent. Et puis, on est en train de déployer aussi la solution en Espagne. Donc, voilà, un peu plus de communes qui s'équipent aussi au niveau de l'Espagne. D'accord. Puis, voilà. Et vous avez d'autres pays dans le viseur ? Vous avez déjà essayé un petit peu, non ? Non, pour l'instant, non. On a la Belgique et la Suisse qui viennent vers nous. On a quelques communes entrantes de là-bas. D'accord. Mais on n'a pas déployé de force commerciale dans ces pays-là. Oui, c'est pour tester, quoi. Oui, exactement. Mettre le pied dans l'eau, quoi. Ouais. Et vous, donc, tu me disais, vous êtes dans combien de pays pour l'instant ? 17. Okay. Donc, on a mis le pied dans l'eau dans quelques mares. Pas mal. Mais pareil, pour tester. Et tu vois, tu le disais, l'objectif, c'est les références. Le plus dur à avoir, quand on lance une boîte qui travaille avec des collectivités, c'est d'avoir une quantité de références suffisante avec une diversité de collectivités, et c'est con, hein, mais de gauche, de droite, petite, rurale, grande, métropole, etc., pour se dire, c'est pas un coup de chance qu'on ait eu telle ou telle collectivité, d'avoir quelque chose qui soit représentatif du territoire. Et quand on a ça, et ça, Dieu sait qu'au début, c'était difficile pour vous, c'était difficile pour nous, mais c'est ça le point de lancement. Et une fois qu'on a ça, après, on peut capitaliser là-dessus et justement pouvoir essayer de baser là-dessus pour en avoir plus de villes, de reproduire, d'avancer. Et aller plus loin dans les pays. Exactement. Mais c'est ça, la clé d'entrée, je pense, pour les collectivités, dans le marché des collectivités, c'est ce pack de références initiales qui fait qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas et qui se plantent à la fin. Et c'est pour ça que travailler avec des collectivités dans la durée et de rester, d'avoir une boîte, de rester vivant et d'avoir du succès, c'est difficile. Et c'est aussi pour ça que j'ai ce podcast, c'est parce que c'est quand même un peu particulier et que c'est intéressant de partager les expériences entre ceux qui ont réussi à le faire. Ouais, je suis d'accord. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à toi. C'était très sympa de te recevoir. Je vous souhaite le meilleur pour la suite pour Eliwap et pour toi aussi, évidemment, mais c'est lié. Et toi aussi, un bon déploiement aux États-Unis, du coup. Ouais, je ferai un business public US avec des maires US. J'ai hâte, j'écouterai. Ça sera marrant. Merci beaucoup. Merci à toi, à bientôt.